Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Des journalistes prouvent qu'une presse sans pressoir, c'est-à-dire publicité, est toujours possible. Les directeurs et propriétaires aux 2/3 des revues 21 et 6 mois rencontrent leurs lecteurs au point de vente qu'ils favorisent, les librairies. Un court entretien avec eux tente de dire quelque chose de leur récente initiative, une petite histoire du journalisme en 20 pages qui manifeste l'essentiel, sous l'information, sous la communication, journalisme et correspondance sont encore vivants. Bien, Canal Pourpre est à la librairie La Colline aux Livres en présence de Patrick de Saint-Exupéry, très ému, en présence de Patrick de Saint-Exupéry, de Laurent Beccaria, qui font leur voyage de France. C'est pas le Tour de France des 2 enfants, mais c'est presque ça, pour présenter leur revue et puis surtout la revue 21, et puis bien sûr leur manifeste, prise de position pour un journalisme utile. Nous sommes le 21 mars. C'est la revue 21, c'est le numéro 21 de la revue 21, donc une date assez symbolique. Dans ce manifeste, vous dressez un bilan, vous faites un constat, on pourrait parler de crise systémique du journalisme. Et puis surtout, vous proposez des pistes. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir assez rapidement sur le constat. Canal Pourpre est une petite télévision, modeste télévision associative, qui pense que les médias, c'est un peu l'affaire de tout le monde. Donc c'est un peu aussi ce qu'on a vu. Vous d'ailleurs vous dites les journalistes, les lecteurs, mais pas par commodité, mais en fait que c'est un monde assez divers. Je voudrais évoquer ce bilan à l'écho de 2 ouvrages qui sont sortis en 2011. A-t-on encore besoin des journalistes ? Manifeste, là encore, pour un journalisme augmenté. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord j'imagine, avec les pistes proposées, mais en tout cas avec le bilan, c'est à peu près ça. Et puis le livre de Ramonet, des médias de masse à la masse des médias. Alors j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu entre les deux. Bien. Donc à mes côtés, Gilles, mon camarade de télé qui va intervenir. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur ce bilan, donc crise systémique de masse du journalisme, avec un découplage entre la presse et la publicité. Donc on trouve dans ce bilan l'idée qu'en fait, avec l'outil Internet, on a assisté à une crise des médias qui fait que la publicité s'est engouffrée dans ce monde-là et que la presse papier, enfin en tout cas les médias dits traditionnels, eux ont beaucoup souffert. Donc il y a énormément de chiffres. On parle d'infobésité, une information qui ne cesse d'augmenter depuis des années. Et finalement, un bilan assez négatif sur les médias et puis l'idée d'une crise des médias. Et vous, donc, vous réagissez en proposant des pistes. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, enfin nous faire un petit résumé du bilan que vous dressez du journalisme, de cette crise systémique des médias? Vous avez résumé les pistes. Pour ce que si on pouvait donner une formule, c'est le triomphe de l'information et la misère du journalisme. Triomphe de l'information, je crois que on a montré que la consommation d'informations, comme on dit, a augmenté de 300% en l'espace de 15 ans. Puisque vous avez multiplication de sources d'information, de radio d'information, de télévision d'information, plus Internet. Donc tout ça fait voilà, les dépêches, les critiques, les blogs, les opinions, tout ça prolifère. Et d'une certaine manière, on n'a jamais été autant informé. C'est pour ça qu'on parle d'info-obésité. Et donc, c'est l'information qui était avant quelque chose qu'on achetait ou un privilège, et quelque chose qui devient aussi courant que d'ouvrir son robinet, d'avoir de l'eau qui coule. Après, c'est quelle information ? Et on se rend compte que c'est énormément de l'information qui se répète en circuit fermé. Sur Internet, sur Google par exemple, vous avez 80 ou 90% des informations qui sont les mêmes, qui sont reprises, dupliquées. Sur les réseaux sociaux, on monte à 98%.
Et par ailleurs, les journaux sont dans une crise, l'ensemble des médias d'information sont dans une crise sur laquelle il y a eu une réduction très forte des journalistes, de l'ordre de 30, bientôt de 50% des rédactions en l'espace d'une quinzaine d'années. Alors pourquoi ? C'est parce que pendant plus d'un siècle, il y a un modèle qui a fonctionné, qui était le modèle publicitaire, qui continue à marcher pour la radio, qui continue à marcher en partie pour la télévision, et qui était que les journaux permettaient de toucher une large audience, et plus les journaux étaient meilleurs, étaient bons dans leur registre, plus ils avaient de lecteurs, plus les annonceurs permettaient mettaient des publicités, ça permettait de financer le journalisme et donc d'offrir pour un prix modique une information de qualité. Et puis à partir des années 80, il y a eu de plus en plus de marketing. Donc les journaux, la frontière entre l'information et la publicité est devenue un peu plus poreuse. Et quand Internet est arrivé, la plupart des journaux ont essayé de chercher sur Internet la publicité qui s'enfuyait. Mais sur Internet, elle va sur Google, elle va sur sncf.com, elle va sur Doctissimo, mais elle ne va pas sur lemonde.fr, libération.fr, lefigaro.fr. Voilà. Donc ce système-là produit chez les lecteurs, chez les citoyens, à la fois ce sentiment d'un univers où l'information est partout, on est bombardé, et en même temps, si on se disait quelle vision du monde on peut avoir, on a une vision du monde de quelque chose qui, pendant une journée, la seule chose qui est importante, c'est tel sujet qui surgit. Le lendemain, il a disparu. Et puis le troisième jour, on parle encore d'autre chose. Et c'est comme on est comme un boxeur qui est sonné, un coup. Et on se rend compte que ce n'est plus réel et ça n'a plus de prise avec notre perception du monde. Perte de sens, c'est ce que vous parlez de perte de sens de l'information. Alors qu'on soit bien d'accord, on a écouté un peu vos différents entretiens. Souvent, on vous a accusé de critiquer Internet. Vous ne critiquez absolument pas Internet, qui est un outil, mais vous critiquez ce nouveau système médiatique qui ferait d'Internet en fait la solution miracle pour résoudre le problème de la crise actuelle des médias, c'est ça ? Si on veut résumer, est-ce qu'Internet est le marteau ou la chaussure ? Nous avons tendance à plutôt penser qu'Internet est un marteau qui permet de faire éventuellement de très belles chaussures, mais que c'est pas la chaussure, c'est pas une finalité en soi, c'est un superbe outil. Internet aujourd'hui est indispensable, nous l'utilisons en permanence, au quotidien, enfin ça fait partie de la vie, c'est quelque chose de naturel comme l'électricité, c'est indispensable. Est-ce que c'est une finalité en soi ? Ça reste tout à fait discutable. D'accord. Oui. Gilles. C'est toi qui tiens. Oui, on ne peut que conseiller à tout le monde de lire vos 20 pages, votre manifeste. Vous dites vous-même, peut-être on va le jeter à la poubelle, mais non, j'espère que non. C'est vachement bien. Et en effet, vous dites, triomphe de l'information, misère du journalisme. Moi, je le dirais un peu autrement, mais au fond, dans le même sens, je dirais triomphe de la communication et misère de la correspondance. Et ça m'amène au point que j'aimerais bien discuter un peu avec vous. Vous êtes l'antithèse d'Émile de Girardin, dont vous parlez un petit peu dans cette petite histoire que vous nous donnez, très, très bien fichue. Émile de Girardin parlait du despotisme des abonnés, et vous parlez du contraire. Pour vous, les abonnés, c'est le paradis. Vous parlez beaucoup des lecteurs. Vous dites que vous avez beaucoup appris avec vos abonnés et vos lecteurs. Et c'est pour moi ce que j'appelle correspondance, effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est que je voudrais vous demander de creuser un peu comment vous faites, parce que dans les numéros différents de 21, il y a effectivement un courrier des lecteurs, mais qui est relativement petit, court, et surtout sans réponse, sans correspondance particulière. Vous ne répondez pas, vous faites état de telle ou telle opinion, quelquefois d'ailleurs contre vous-même, les gens qui ne sont pas contents, et puis souvent quand même des gens qui vous aiment beaucoup. C'est normal avec vos 80 000 abonnés en tout, avec vos 2 revues. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est un peu cette affaire de correspondance. Comment vous faites pour tenir ce fil de correspondance de l'éditeur et des journalistes que vous êtes et les lecteurs, comment ça se passe ? En fait, c'est très simple et c'est très concret. C'est-à-dire que quand nous, on n'a pas défini une cible de lecteur, puisqu'on n'a pas de publicité, donc c'est sort publicité. Donc on ne présuppose rien de nos lecteurs. On ne sait pas qui c'est, a priori. On ne dit pas, nos lecteurs vont être jeunes, vont être vieux, vont être très qualifiés, pas qualifiés, etc.
La seule chose que l'on essaie de faire, c'est de leur offrir ce qui nous paraît à nous le mieux. C'est-à-dire que dans toutes les propositions qui arrivent de la part des journalistes, des auteurs, Patrick essaie de choisir, ou Marie-Pierre Subtil pour la revue 6 mois, ce qui paraît de plus pertinent et de plus fort, et de les radicaliser. Mais une fois que il y a eu cette gestation qui a duré 3 mois, 6 mois, des reportages, la réception est incroyablement importante. Et la réception, en fait, dès qu'un numéro sort, on est avec les poissards comme des antennes qui s'ouvrent, des écouteurs partout. Et c'est incroyable ce qui arrive si on écoute. Parce que d'abord, les auteurs eux-mêmes ont des réactions qu'ils nous ramènent. Les libraires, il y a 2000 libraires et il y a plein de choses qui arrivent de leur manière. Il y a les gens qui écrivent, il y a les gens qui envoient des mails, il y a les gens que l'on voit. Et là, je crois que on va faire une quarantaine, cinquantaine de villes dans lesquelles parfois il y a 20, 30, parfois 200 personnes. Tout ça, c'est des discussions. Et tout cet échange-là, c'est incroyable comme il nous apporte beaucoup plus que de commander une étude à un cabinet spécialisé qui voilà, pas beaucoup dans la revue. Ce que vous dites est très intéressant, mais comment vous pouvez le traduire? Est-ce que vous pouvez pas consacrer un numéro au courrier des lecteurs? Je sais pas. Enfin bon, c'est complètement idiot. Mais parce que ça ne passe pas comme ça. C'est pas. C'est là où c'est différent d'Internet. Où sur Internet, vous faites un article et puis derrière vous avez les commentaires qui parfois s'accumulent, des réactions. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces informations qui nous remontent... Pas de réponse, pas de réaction. Oui, mais c'est nous ça change la proposition suivante. C'est cette espèce d'interaction qui est très forte. Vous n'êtes sans doute pas rendu compte tout à l'heure, mais juste avant qu'on commence, là, on discutait très rapidement. Et vous nous avez dit, moi je ne suis pas le lecteur de 21, mais mes enfants le lisent. Et ce sont eux les lecteurs. Mais vous nous avez appris quelque chose à ce moment-là. Quoi? Que vos enfants le lisaient. Et c'est, quelque part, si on réfléchit en termes de représentation générale, c'est pas forcément très logique que vos enfants le lisent plus que vous. Vous voyez, si on raisonne dans un monde absolu comme ça, parce que dans une image idéale, dans une projection, en simple logique, vous tomberiez plus du côté du lecteur tel qu'on pourrait le projeter. Mais je ne vous connais pas disant cela, mais on parle d'une projection. Non, on parle pas d'un vieux con. Moi, du coup, j'y vais pas, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis c'est un peu luxueux, voilà. Non. Puis je suis pas un journaliste, enfin, je veux dire, vous citez beaucoup de choses à propos de l'histoire du journalisme, mais évidemment, vous n'en citez pas aussi beaucoup. Hein. Vous ne parlez pas de Karl Kraus, vous ne parlez pas de la préface de Balzac en 1839, qui parle du bâton pestiféré à propos de la presse. Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et moi, je suis issu de ça un petit peu. C'est-à-dire que les médias, ce sont des menteurs, enfin, hein, ne serait-ce que par leur nom, puisqu'ils ne médiatisent rien en général. Donc voilà, j'aime pas beaucoup le mensonge, quoi. Donc c'est pour ça que 21 m'intéresse aussi, parce que effectivement, je vous crois, je vous fais entièrement confiance. Je sais que vous êtes un grand journaliste, mais par exemple le Rwanda, qu'est-ce que ça a fait, quoi? Qu'est-ce que l'enquête qui, grâce à vous, a été faite par le Parlement, c'était quand même une façon encore de noyer le poisson. Enfin bon, vous voyez, je vais pas poser la question à quoi vous servez, mais j'y pense un peu, quoi. Et je pense au lecteur comme à l'efficace de votre affaire, quoi. Si la question est à quoi sert le journalisme, la réponse est assez simple en fait. C'est pas le journaliste ou le journalisme qui changera les choses. Et s'il lui arrive de le croire ou de vouloir le croire, il se trompera. Parce que mais son utilité, c'est de donner à savoir. Mais la responsabilité de ce qu'il sera fait, de ce qu'il a transmis, ne lui appartient pas. Le journaliste est un passeur. Il n'est pas un faiseur. Et s'il se prend pour un faiseur, il se trompe d'étiquette, il se trompe de rôle. Pourquoi? C'est tout simple. Parce qu'il devient, ou il s'incarne en pouvoir.
Oui, d'accord. Et là, on retombe sur la notion de quatrième pouvoir, qui est une notion terrible pour le journalisme, qui est une notion terrible, parce que le journalisme ne peut se concevoir au mieux et au plus beau qu'en contre-pouvoir. Et déjà parvenir simplement à cette position équilibrée, claire et cohérente de contre-pouvoir, c'est énorme, mais ce n'est pas lui qui fera la décision. Il donnera aux uns et aux autres les moyens de faire leurs décisions et de prendre leurs responsabilités. Alors vous parlez justement de quatrième pouvoir, on va terminer, presque terminer là-dessus, vous allez bientôt aller à la rencontre de vos lecteurs. Je voulais revenir sur les deux pistes, donc Scherer, lui, pour lui le modèle c'est le Huffington Post, je pense que c'est pas du tout ce que vous défendez, et pour Ramonet, lui parle carrément de cinquième pouvoir pour redonner un rôle démocratique aux médias et mettre à fin ou latifundia médiatique. Donc est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes entre Ramonet et Scherer ou encore au-delà de ça? Bon évidemment, on va reparler de la solution de Scherer, là, le Huffington Post, pour vous, c'est pas du tout une piste envisageable. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une solution. Là aussi, je pense qu'on va vers un morcellement très fort des propositions, des attentes des uns et des autres. Nous, il nous semble que que la proposition médiatique aujourd'hui a tendance à être absolument aspirée par une immédiateté, par un buzz, par tout ça, etc. Donc par une distorsion, par une annulation complète de l'espace et du temps. C'est comme si vous étiez seul et le monde entier face à vous, et comme si vous étiez dans un présent perpétuel. Or, on n'est pas comme ça. Il y a de la distance entre soi, les autres, la région, un pays, l'étranger, etc. Et que cette distance, elle a un sens. Et de la même manière, même si elle s'exprime différemment aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou il y a 100 ans, et même chose avec le temps. Et nous, on pense qu'en fait, il faut essayer de trouver des formes de propositions de journalisme les plus authentiques possibles, et qui restituent ce temps et cet espace pour que le lecteur puisse se situer dans le monde, mais c'est à lui de trouver la solution. Et donc de raconter le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel qu'on aimerait qu'il soit, ou tel qu'on pense qu'il est, et tel qu'il est. Et ça, c'est un travail un peu humble, de revenir à des fondamentaux, et de trouver des formes de relation avec les lecteurs sur ces bases extrêmement simples de propositions. Et ça a l'air un peu... C'est tout simple, hein, c'est pas révolutionnaire, c'est pas des grands mots, mais c'est de l'artisanat d'information, et c'est un véritable échange au sens fort du terme. Madame, elle nous a dit qu'il fallait bientôt arrêter. Ouais, on va bientôt arrêter. Juste dernière remarque, je reprends la phrase de Ramonet, il serait temps de revenir s'interroger sur l'identité du journaliste. Oui. Trop longtemps consacrés à leur objectif de domestiquer la société, ils ne savent plus à quoi ils servent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, si on veut vraiment définir à quoi sert le journaliste ou l'auteur, moi je crois qu'il faut en revenir à des mots beaucoup plus simples. C'est ceux que nous citons dans le manifeste de Proust, hein, donner au lecteur le moyen de lire en lui-même. Là, on est sur le nœud du journalisme et de l'acte de transmission, d'écriture, donner au lecteur le moyen de lire en eux-mêmes. Mais bien sûr, c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement ambitieux. C'est très clair, hein, c'est très clair, très simple, très ambitieux. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, on va vous laisser aller à la rencontre de vos lecteurs. Merci. Merci. Non.